Il y a plus de 110 ans, le dit insubmersible Titanic fut emporté au fond des océans et pris avec lui une partie de ses voyageurs. Il s'agit sans doute de l'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire de l'humanité, en dehors des guerres, avec un bilan tragique de plus de 1500 décès. Cette histoire, qui est remplie de mystères, elle a fasciné pendant des années un homme portant comme simple nom James Cameron, avant qu'il ne décide d'en faire sans doute l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Alors tu penses tout savoir sur l'histoire et sur le film, mais est-ce que tu savais qu'un empoisonnement d'une 50aine de personnes environ avait eu lieu sur le tournage? Que James Cameron, il avait des côtés un tantinet loufoque par moment. Après tout, tout le monde a ses caprices. Mais est-ce que tu savais que beaucoup de personnages, bah ouais, ils ont réellement existé. Et surtout que ce drame historique, il aurait pu être évité. Assis-toi confortablement, je vais te raconter comment James Cameron, il a réussi à construire un chef-d'œuvre à partir de l'un des drames les plus connus de l'humanité. On ne peut pas commencer cette vidéo sans parler de la véritable histoire du Titanic. Et vous allez être, je pense, un peu étonné de ce qui a vraiment provoqué ce naufrage. Tout commence en 1907, pour concurrencer d'autres navires comme le Lusitania, qui par ailleurs connaîtra un sort plutôt tragique, tout comme le Titanic, mais ça reste entre nous, mais également pour concurrencer le Mauritania. Et c'est ainsi que Lord William James Peary, associé de la société du chantier naval Harland & Wolff à Belfast, et Joseph Bruce Ismay, directeur général de la compagnie maritime White Star Line, ça c'est un prénom qu'à la classe, ils prennent la décision de construire une série de 3 paquebots, l'Olympique, le Titanic et le Gigantic. Ça aussi c'est des prénoms qui ont terriblement la classe. Et ils n'ont pas seulement une élégance nominative, puisqu'ils sont également capables de surpasser les navires des autres compagnies, que ce soit en termes de confort, de sécurité et surtout en termes d'élégance. Donc ouais, notre histoire commence bel et bien avec un concours de celui qui a la plus grosse. Et si vous m'avez pas compris, je parle bien d'un concours de... À la tête des opérations se trouve Alexander Montgomery Carlisle, directeur général des chantiers navals, et retenez bien son nom parce que c'est sans doute l'un des éléments les plus importants de notre histoire. Les hommes commencent donc à construire le bateau. Et là il se passe quelque chose qui va totalement changer notre histoire, c'est que Carlisle, il va prendre sa retraite. Ouais, ça paraît anodin, mais sa décision va en partie provoquer la future catastrophe. Alors pourquoi il décide de partir? Eh bah, en fin de compte, ce départ à la retraite de l'architecte, il est provoqué par une réunion entre Lord Peary, Ismay et Carlisle sur le nombre de canaux de sauvetage. Carlisle, l'architecte, voulait 66 canaux de sauvetage. Mais les autres soutenaient que la qualité de la conception des cloisons étanches, elle était telle que c'était pas vraiment utile de les avoir. Voilà. On parle de vie humaine, mais une toute petite sécurité supplémentaire, visiblement, c'est pas très utile. Après, est-ce qu'ils ont tort? Le capitalisme, tout ça, je vous laisse faire votre propre interprétation. Sauf que Carlisle, il était bien plus dubitatif que ses compères, et il était sûr qu'une fabrication humaine ne pouvait pas être totalement insubmersible, et donc l'équipe refuse les 66 canaux, et reste sur seulement une vingtaine. 20 canaux pour 2000 personnes. Ouais, c'est vrai que c'est pas dingue, mais qu'est-ce qui pourrait arriver de si grave? Si ce n'est un iceberg. Devant ce refus catégorique, Carlisle il se barre, et on lui donne pas forcément tort parce qu'être responsable d'une grande tragédie humaine, ça doit pas être simple de se coucher après. Le chantier se termine donc sans lui, et le pari est plutôt réussi. C'est un navire absolument exceptionnel qui est construit. Je vous mets des photos des salles, des chambres, c'est absolument dingue, c'est somptueux, c'est la noblesse bordel. Le Titanic représente un luxe et un confort inégalé pour l'époque. Les installations de première classe comprennent un gymnase, un fumoir, un restaurant à la carte, un café, une véranda, une piscine, des bains turcs et même un salon de lecture, sans oublier la promenade couverte. C'est un putain de paradis sur l'eau. Mais moi vous me mettez là-dedans, mais je me balade à poil toute la journée, avec des cocktails. Mais ça c'est la vie de rêve. Le jour J arrive plutôt rapidement, en avril 1912, et la traversée se fera à la date du 10 avril pour, évidemment, rejoindre la ville de la Grosse Pomme, pour rejoindre New York. Et ce qui est dingue, c'est que le paquebot transportait certains des gens les plus riches de l'époque, le colonel Archibald de Gracie, mais aussi Archibald de Butts. Je sais c'est un bordel, visiblement ils s'appelaient tous Archibald. Non, c'est pas un souci, mais quand même...
On trouve également tout un tas d'hommes d'affaires qui sont plutôt importants dans le milieu. Et en fait, le bateau se divise en deux catégories sociales. D'un côté, on retrouve les riches, qui profitent de toutes les saveurs de la vie, qui ont plein d'argent, ouais, on peut résumer ça à cela. Et de l'autre côté, on a des émigrants, qui représentent une centaine de personnes, qui n'ont pas beaucoup d'argent, et qui surtout vont payer la traversée pour pouvoir atteindre leur Eldorado. Et cet Eldorado, c'est évidemment les États-Unis, c'est la ville de New York. À midi 15, ce 10 avril 1912, le Titanic quitte Southampton, en Angleterre, avec à son bord 935 passagers et 889 membres d'équipage. Il récupère d'autres gens à Cherbourg et à Queenstown, pour un total de 1324 passagers et toujours 889 membres d'équipage. Mais alors comment on en est arrivé à ce naufrage de ce navire pourtant si sécurisé? Comment on en est arrivé à tout ce merdier? Eh bah tout simplement parce que les premiers ennuis, ils ne vont pas tarder à se montrer. Le 12 avril 1912, à 19h45, soit 2 jours après le départ, le Titanic reçoit un message lui signalant un brouillard plutôt dense, une couche de glace épaisse, mais également la présence d'icebergs dans l'Atlantique Nord. Bref, on va pas se mentir, ça commence très mal. Dans la journée du 13 avril 1912, le Titanic reçoit encore plusieurs messages, lui signalant des icebergs et quelques champs de glace. Enfin, dans la nuit du 14, on a retrouvé des messages signalant toujours la présence de cette monstrueuse glace. Bon là, après 2 jours de messages plutôt alarmants, ça commence à être vraiment flippant. Mais c'est important de le préciser, parce que cette situation de base, c'est beaucoup de malchance. Déjà des icebergs, déjà dans cette région c'est très rare, mais surtout à cette période de l'année. Et la nuit, elle est très sombre, sans lune. Et suite à une négligence des officiers, il n'y a pas de jumelles dans le nid de pie, donc, qui sert à surveiller l'horizon. Et donc le repérage des icebergs, ça devient quelque chose d'impossible. Les conditions de trajet, elles sont complètement laborieuses. Et cela ne fait que s'aggraver. Et ils reçoivent un tout dernier message à 22h55 ce 14 avril, juste avant le drame, et c'est un message crucial, parce qu'il y a un bateau qui navigue devant eux et qui va les avertir qu'ils ont dû s'arrêter à cause de la présence d'icebergs. Sauf que le radiotélégraphiste, donc le mec en charge de recevoir les messages sur le Titanic, il ne l'écoute pas ce message. Parce que le message n'a pas été précédé du signe indiquant que c'est une communication officielle. Et donc le mec en charge des communications sur le Titanic, il a juste répondu Ok, mais j'en ai rien à foutre. Un peu plus tard, le bateau heurte l'iceberg, et le choc provoque la déchirure de tôle, et fait sauter des rivets, ouvrant donc une voie d'eau sur la coque, sous la ligne de flottaison. L'eau envahit des compartiments dans le bateau, c'est le début de la noyade. Le compte à rebours commence donc. Mais pourquoi la collision a-t-elle causé autant de dégâts? Eh bien au moment de la construction du bateau, les compartiments étanches, ils ont été construits trop bas pour ne pas gêner la fameuse promenade. Et deuxièmement, les rivets supposés en acier sont pour la plupart en fer forgé, parce qu'il y avait une pénurie au moment du chantier. Une pénurie au moment de la construction. Non mais c'est une dinguerie quand on y pense. Et enfin, le bateau, il allait étrangement à une vitesse assez élevée. Tout ça, c'est un ensemble de mauvaises décisions ou de négligence. Moi, je vous laisse faire votre propre interprétation, mais en soi, ça provoque un accident assez irréversible. C'est la panique à bord. Les officiers s'occupent de faire monter les femmes et les enfants en priorité dans les canots, avec aussi une priorité aux premières et deuxième classes. Toujours les riches. Non, mais c'est comme ça. Hein. Mais la capacité des canots n'est que de 1178 personnes au total. Sauf qu'ils sont plus de 2000 à bord. Maintenant, vous vous souvenez du mec qui avait suggéré d'avoir 66 canots à bord, et que le bateau n'en comptait que finalement une vingtaine. En plus de ça, la plupart des canots partent à moitié vides. Ça n'a aucun sens. Vous voyez ici qu'une telle catastrophe ne tient pas seulement qu'à un simple iceberg, mais à une succession de mauvaises décisions, prises sur des mois, voire même sur des années, et une mauvaise gestion de la panique au moment de l'évacuation. Bon, je dis pas que j'aurais fait mieux. J'arrive déjà pas à gérer l'eau de mes pâtes qui déborde toujours de ma casserole, mais au moins je vous explique. Le bilan, en tout cas, il est catastrophique. 1500 morts pour environ 700 rescapés seulement. Les membres de l'équipage sont les plus touchés, parce que 76% d'entre eux sont morts. Je sais pas si on se rend compte. Et maintenant, comment ce drame, il est devenu le film que nous connaissons tous? Eh bien, James Cameron, il a toujours été fasciné par cette histoire. Il avait déjà réalisé un documentaire sur les icebergs. Donc le mec était déjà dans un certain conditionnement, il était déjà dans une matrice, ouais, on peut le dire. Et puis il décida de se lancer dans un projet bien plus gros, un film sur le drame, un film sur le Titanic.
Il pète la classe, tonton James, quand on y pense. Il a plongé en amont du film une douzaine de fois jusqu'à l'épave. Et ces plongées, elles ont aussi servi à tourner des images extérieures et intérieures du bateau, à plus de 3800 mètres de profondeur. Et en fait, à cette époque, aucun matériel n'est capable de suivre, mais ils arrivent à filmer grâce à une caméra spécialement conçue par son frère. Donc Titanic, officiellement, c'est une affaire de famille. C'est donc un véritable travail de dingue en amont, avant que Cameron ne réalise, ne produise et ne monte lui-même une partie du film. Il est tellement déterminé. À tout moment, c'est aussi lui qui faisait le ménage, qui faisait la bouffe sur le plateau et qui servait les bières. Putain, mais ils ont vraiment de la chance quand on y pense. Le film part avec un budget de 200 millions de dollars. Il a coûté plus cher que le Titanic lui-même. Mais est-ce qu'on se rend compte de cette dinguerie? Le film coûte plus cher que le bateau par laquelle l'histoire a commencé. James Cameron, il a carrément refusé un salaire de 8 millions de dollars tellement il voulait faire ce film. Et là, vous êtes vraiment pas prêts concernant les moyens qui ont été mis en place au moment du tournage. Pour l'extérieur du navire, on avait une maquette en taille réelle, 269 mètres de long et 28 mètres de large. Alors, je vous mets des petites photos pour que vous puissiez comparer. Sauf que là, ils commettent une erreur de taille. Alors, à la base, dans la vraie histoire, les passagers, ils ont embarqué du côté gauche. Sauf que là, pendant le tournage, ils ont fait embarquer les acteurs sur la droite. Et là, vous vous dites, mais qui va remarquer ça? Bon, d'accord, c'est un détail historique, c'est important, mais officiellement, et même légitimement, personne ne va remarquer ça. Sauf que tonton James Cameron, il est à fond dans le moindre détail, et il en a rien à faire. Quand il capte qu'il est dans l'incapacité de refaire et de reconstruire une maquette, il va juste demander que tout soit fait à l'envers, et notamment les écritures, pour pouvoir inverser la piste horizontalement parlant au moment du montage. Comme ça on aura l'impression que l'embarquement se fait du bon côté. C'est un énorme génie, ou un psychopathe, on sait pas trop. Pour l'intérieur du bateau, on a des maquettes à l'échelle 1/4, 1/20, et ce perfectionniste ultime, il veut tout 100% à l'identique, jusqu'à la décoration ou les canaux, qui seront d'ailleurs achetés à la compagnie ayant fait les originaux en 1912. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attention sur le détail. Et c'est là que je suis en train de réaliser, et c'est là que je vous vois venir. Mais si c'est des maquettes, mais alors elle est où l'eau? Non mais l'eau c'est important quand on parle de Titanic. Vous avez 100% raison. Eh bien ils vont tourner dans 3 bassins, dont le plus gros fait 85 millions de litres, pour recréer l'océan. Le grand c'est pour l'extérieur du bateau, filmer on va dire la grande maquette, le moyen c'est pour les décors intérieurs qui seront inondés, et le petit c'est pour les scènes où l'on voit les rescapés dans l'océan, comme la scène culte de la planche. Et je tiens à souligner l'audace et la prise de risque sur des scènes comme celle où la belle coupole du bateau se brise sous le poids de l'eau, parce que typiquement là-dessus, il n'y avait qu'un seul essai. Ou encore sur cette scène qui a coûté plus d'1 million de dollars, qui montre le bateau dans toute sa splendeur et sur laquelle il a fallu combiner bon nombre d'effets spéciaux. Il y avait même une maquette à l'échelle 1/8 qui était capable de se fendre en deux pour les scènes où le bateau se coupe. Et l'extrémité était détachable et inclinable à plus de 90 degrés pour cette scène mythique où l'on voit les gens tomber du bateau dans l'eau. Et là vous êtes en train de vous dire, mais attends, mais il a jeté des gens sur une pente à 90 degrés? Non, calmez-vous, les glissades, elles ont été faites par des cascadeurs sur une inclinaison qui était bien moindre. Sauf que pour donner plus de vitesse, on leur a accroché des petites roulettes dans le dos pour qu'ils glissent plus vite. C'est tellement mignon. Et là vous vous dites aussi également, mais attends, mais on voit sur la scène, là les gens ils sont vraiment en train de se faire mal, ils sont en train de se cogner, de se prendre les uns contre les autres. Alors oui effectivement c'était le cas, ils se faisaient vraiment mal mais un tout petit peu, parce que les éléments du décor étaient en caoutchouc. Comme ça, il n'y avait pas de séjour à l'hôpital à la sortie de cette scène. Donc en fait ça va hein. Alors vous vous dites sûrement, non mais attendez, c'est top, mais pour filmer de loin comme ça, des plans larges d'un bateau de plus de 269 mètres de long, et c'est forcément des effets spéciaux, il n'y a pas d'autre solution. Eh ben non, ils ont fait venir une véritable grue de construction sur le set, quand je vous disais que c'était complètement décinglé. En post-prod, il y a eu un gros travail d'effets spéciaux, pour combiner les plans de la maquette avec ceux de l'intérieur du bateau, tout en rajoutant parfois les plans d'acteurs qui ont été joués sur fond vert. Ça a aussi été l'un des premiers films à utiliser la capture de mouvement pour les cascades les plus complexes. On a donc une approche assez hybride entre miniatures, effets spéciaux et des éléments générés par ordinateur qui vont permettre à James Cameron de produire un film absolument incroyable, surtout pour l'époque, qui est quand même très réaliste. C'est toujours un film qui est à la mode, c'est toujours un film qui est populaire. Qui dit réalisateur exigeant, dit conditions de travail compliquées de tournage, pour ne pas dire invivable parfois. Les eaux du bassin étaient à 14 degrés,
C'est pas beaucoup hein. Et puis Kate et Léo, dans leur scène dans l'eau, ils n'avaient même pas de combinaison de plongée pour pouvoir se réchauffer un tantinet. Parce que pour tonton James Cameron, il fallait absolument qu'ils aient froid parce qu'il fallait du réalisme. Ah bah réaliste je vous le confirme, puisque Kate, elle a fait une crise d'hypothermie au moment du tournage. Après, c'est les risques du métier, et au moins la scène elle est magnifique. On a aussi beaucoup de scènes complexes à tourner, ce qui rend le tournage un peu lourd et surtout épuisant. Et James Cameron, il est même difficile au moment du tournage. À quel point qu'un figurant va faire quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant, parce que le dernier jour de tournage, il va empoisonner les repas de l'équipe et 55 personnes finiront à l'hôpital. Donc James Cameron, c'est le roi du monde, cet empoisonneur, c'est un mec qui s'est retrouvé avec un sacré procès au cul, mais qui est devenu une légende. Enfin, le succès de ce tournage tient en partie grâce aux deux acteurs principaux, Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, qui forment une véritable idylle à l'écran plus vraie que nature. Ils témoignent à la sortie du film de leur entente qui était particulièrement bonne, qui leur a donc permis de faire vivre leurs personnages. Et on pourrait se demander si créer une histoire à l'eau de rose dans un film inspiré d'un drame réel, est-ce que ça serait pas de trop? Mais je trouve que justement, la rencontre entre Rose et Jack, elle a tellement sa place dans le film parce qu'à l'époque, la société, elle était encore plus scindée qu'aujourd'hui. Et le Titanic, c'est un bateau où les plus riches ont côtoyé les plus pauvres. On sait par exemple que les 3e classes, ils ont été sauvés en dernier par rapport aux plus riches. Et Cameron, il réussit à nous montrer une relation amoureuse qui brise toutes les barrières sociales avec deux personnalités qui s'aiment mais qui proviennent d'une classe sociale différente. Et ça, pour moi, c'est extrêmement fort. Donc au programme, budget, insécurité, adaptation à l'eau de rose d'un drame. Je vous le donne dans le mille, avant la sortie du film, on entend déjà beaucoup de critiques négatives dans la presse. Et aujourd'hui, c'est complètement dingue de se dire qu'à l'époque, une bonne partie des gens ne croyaient pas du tout au projet. Et je vais vous lire tout de suite une critique américaine, vous en pleurez presque de frustration. Ce qui fait monter les larmes est l'insistance de James Cameron, à croire que l'écriture de ce genre de film fait partie de ses capacités. Non seulement ce n'est pas le cas, mais il ne s'en approche même pas. C'était écrit par Kenneth Turan à Los Angeles Times le 19 décembre 1997. Ouais, il était plutôt salé, mais dans l'élégance. Mais bon, malgré ces critiques négatives, le film a cartonné. James Cameron, il a recréé une véritable magie à l'écran, aussi bien dans cette histoire d'amour entre Jack et Kate. Et mentez pas, je sais que vous chialez tous devant. Tout le monde l'a déjà fait une fois au moins. Non, moi je l'ai jamais fait à vrai dire. Mais c'est parce que j'ai aucune émotion. Non, plus sérieusement. Au-delà de cette histoire d'amour, Titanic c'est aussi des décors et des effets visuels qui sont exceptionnels. On y croit vraiment. Et pour appuyer à fond sur le réalisme, ils ont même été jusqu'à recréer des personnages qui ont réellement existé au moment du drame, dans notre histoire, dans la vraie vie, la réalité, tu vois ce que je veux dire. Mes préférés, ça reste le petit couple de personnes âgées, à savoir Isidore et Ida, qui ont décidé de périr ensemble parce qu'ils ont laissé leur place dans des canots de sauvetage à des femmes et des enfants. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que parmi leurs descendants, on retrouve Wendy, qui est donc la femme de l'une des victimes du sous-marin Titan qui a malheureusement disparu il y a très peu de temps. Donc est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est une malédiction? Je ne pense pas. James Cameron lui-même s'est exprimé, et il a déclaré que la ressemblance, elle est plutôt troublante entre les deux drames, parce que beaucoup d'avertissements ont été ignorés, et les restes du sous-marin sont maintenant à côté de ceux du Titanic. Et surtout, le point le plus important, c'est qu'il s'agissait d'un véhicule encore expérimental, et certains matériaux utilisés, ils étaient moins costauds que les matériaux traditionnels pour sous-marins. Donc faut-il prendre des risques aussi importants pour vivre l'une des expériences les plus exceptionnelles au monde? Bah je vous le demande les amis, et dites-moi ce que vous en pensez bordel. Absolutely, there was a grand plan. I had it all planned perfectly. No, look, every film evolves. It's the sum total of all the artistic intentions of the people that work on it. You know, I couldn't have planned what James Horner wrote as the score, but that's part of what gets us, the chemistry between Kate and Leo, and the beauty of the sets and all that. I mean, we just all got to participate in something that came out pretty damn good, you know, and I'm happy about that. Absolutely. I mean, Kate to me is such, I've seen her performances in the past and I knew her work and she sort of knew mine, and we immediately appreciated working with each other. It was incredible, and we got along just like that, and I think it worked for the movie for sure. Absolutely. I mean, I wasn't there for the whole sick thing, but I heard great stories. I mean, it seemed sort of out of control. People started doing the conga line and whatnot unawaringly. But, you know, as far as the filmmaking experience goes, we went through
the widest spectrum of things you could go through, and such a long. It took a lot of endurance and took a lot of focus to be there for that long and to stay in character. What the most interesting part was that sort of all the elements that were in the film meshed together and actually made a whole film. You know, you have the stunts, the computer-generated stuff, the ship, and you know, this sort of intimate story between two people, and to see all these things sort of come together and you watch it on screen, it's amazing. I mean, it's best not to think about it at the time. No, I mean, it's like being an astronaut. You've got all your procedures, you know what you're supposed to do, and you know, because I co-designed the sub, I knew how it was going to work, and we had tested everything. So, you know, it's not quite as risky as it sounds if you've done your engineering properly. Alors si t'as passé un bon moment en ma petite compagnie et que tu apprécies le Titanic, que ce soit le film ou la véritable histoire, eh bien n'hésite pas à t'abonner mon pote. Et tu vois, il y a aussi un tout petit pouce bleu qu'on peut mettre vers le haut. Clique dessus, tu vas voir, c'est plutôt amusant. Bon allez, je t'embrasse mon pote.